La façon de faire de la CAQ depuis sa première élection est devenue de plus en plus problématique au fil du temps et ça lui éclate en plein visage cette année. Ça nous éclate en plein visage cette année, j'ai envie de dire, avec évidemment d'innombrables scandales puis un sentiment là, que le carnet de chèques, même si on a beaucoup reproché au gouvernement de François Legault de faire des déficits, le carnet de chèques n'est jamais bien loin là, pour dépenser toutes sortes d'argent. Samuel Rasmussen est animateur du balado Les Trois Afueras. Il a écrit un texte vraiment intéressant sur lequel je suis tombé un peu par hasard. Je voulais l'entendre à ce sujet-là. Bonjour Samuel. Bonjour, merci de m'inviter. Ben, merci d'être avec nous. On se tutoie, Samuel, on se connaît pas, mais j'ai l'impression Oui, de te connaître. Ça fait un bout de temps oui, que oui, je te suis absolument. sur le web. T'écris que ce qui se déploie au Québec depuis longtemps, là, mais on va circonscrire ça peut-être là, aux dernières années. Ce qui se déploie actuellement au Québec n'a finalement rien à voir avec le capitalisme. Si c'est pas du capitalisme, qu'est-ce que c'est ce qu'on observe là, actuellement dans cet État, dans cette nation québécoise, selon toi? Ben, partant du fait que dans mon article, on part de l'idée que le Québec n'est pas vraiment un capitaliste, pas un capitaliste de marché, c'est un capitaliste de connivence, en ce qu'on appelle un crony capitalism. J'ai l'impression, c'est pour ça que j'en ai parlé dans mon papier, j'ai l'impression qu'on joue avec nos impôts comme un joueur compulsif. Hmm. Jouer avec des jetons de casino, puis au final, on n'a pas réellement un marché qui est très libre, là, essentiellement. Si c'est pas justement, là, si c'est comme tu dis, un capitalisme de connivence, qu'est-ce qui se distingue, qu'est-ce qui distingue ce qu'on vit actuellement au Québec d'une économie, disons, plus capitaliste, une économie mixte où il y aurait de l'intervention de l'État? Tu sais, j'essaie de tirer la ligne, parce qu'il y a quand même des capitalismes un petit peu plus naturels où il y a quand même un État. Où est-ce que tu tires la ligne là, entre ces deux concepts-là? S'agissant pas de répéter ce que mon ami Vincent Gelozo a dit hier aussi, j'ai pris Non. des petites notes pour pas répéter le quand même. Je veux dire, on faut être original également, mais Ouais. on est quand même assez d'accord sur plusieurs principes, Mhm. dont le souverainisme, dont le libéralisme classique. Soyons modérés, là, s'agissant pas de vouloir. D'ailleurs, je vais sortir un papier sur Javier Milei et l'Argentine bien demain. Ouais. S'agissant pas d'aller dans cet extrême-là où on va dans un anarcho-capitalisme ou une vraie austérité. On n'a pas vraiment connu d'austérité au Québec, de la rigueur budgétaire, mais c'est de limiter les pouvoirs, de faire en sorte que des cadres prescrits. Puis là, malheureusement, je vais devoir citer ou paraphraser Vincent Gelozo. Ben, c'est les règles du jeu qu'il faut modifier. Hmm. Ce n'est pas les joueurs essentiellement. Donc. Dans le texte sur lequel je suis tombé, tu parles du cas notamment d'Inergex, là, qui a fait beaucoup couler d'encre là, ces derniers jours, ces dernières semaines. Qu'est-ce qui te choque là-dedans, là, justement, la Caisse de dépôt, puis Investissement Québec? Là? Décris-nous un petit peu qu'est-ce qu'il y a, de ton point de vue, de vicié dans un processus comme celui-là. Ben, je l'ai mentionné, excusez-moi, l'adage est très vulgaire, mais on s'entend que la provocation ici est là pour initier la réflexion et non pas pour être polémiste, pour jeter de l'encre sur du papier. C'est ça, c'est du circle jerking incestuel, pour le dire ainsi, là. Que ce soit Norvolt, que ce soit Energex, que ce soit des entreprises qui sont lourdement subventionnées. On disait, il y a des gauchistes, quand même, il y a moins de 20 ans, qui disaient la, la, la privatisation des gains, mais la publicisation des pertes au final. Mais ces gens de gauche avaient raison au final, faut quand Hmm. même leur donner. Donc c'est cette espèce de connivence. Juste, j'en ai parlé dans l'article, Pierre Fitzgibbon, désolé parce que j'allais dire son surnom, Fitzgibbon est maintenant, c'est pas de moi, là, c'est des amis Yann et Frank d'ailleurs, Ouais. mais c'est, il a été nommé sur un CA après avoir lourdement subventionné. C'est plus du népotisme rendu là, c'est de la connivence, c'est de l'entre-soi. Hmm. Juste pour ceux et celles qui ont peut-être pas compris le circle jerk, là, on parle d'un cercle de masturbation, là, juste pour être bien clair sur l'expression utilisée par Samuel. Tu accuses dans l'article la CAQ finalement de perfectionner un système qui existe déjà depuis longtemps. Là. Donc, on casse du sucre sur le dos de la CAQ, mais c'est un système qui a été pratiqué par le PQ, par le PLQ. Est-ce que ça veut dire que c'est un système transpartisan finalement? Puis quel Oui. espoir, si c'est le cas, peut-on avoir de s'en sortir puisque tout le monde semble être de connivence justement avec cette forme de distribution de l'argent public? Ben, tout à fait. En fait, le contexte du PQ et du PLQ,
moi, j'ai été CAQ personnellement avant 2018 et je me suis rendu compte que ce n'était pas la conjugaison des qualités que le PQ avait, les qualités que le PLQ avait, mais bien au contraire, les vices que ces deux partis-là avaient, un côté identitaire, la social-démocratie poussée à son extrême, l'État-providence qui devient, comme je citais Joanne Marcotte là-dessus, le gouvernement. Alors, la CAQ, en 2 mandats, s'est tissée à des dépenses absolument monumentales. Et on l'a vu avec M. Girard, donc Éric Girard, le ministre des Finances, à quel point on est dans ce même train-train-là, euh, imitant même le gouvernement fédéral actuel. Qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui croient ou qui disent que s'il n'y avait pas ces subventions-là, puis tu sais, je pense, tu parlais de Lion électrique, on peut penser à Nordvolt, la filière batterie à Bécancour, ceux qui disent, puis il y a peut-être un peu de vrai là-dedans, là, mais ceux qui disent que s'il n'y avait pas ces subventions, s'il n'y avait pas une présence de l'État, on se priverait d'opportunités d'attirer des industries stratégiques au Québec. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Je ne suis peut-être pas docteur en économie comme toi ou Vincent. Je vais y aller de façon plutôt science Ouais. politique de mon Mhm. côté, parce que c'est moins sérieux, ça c'est vous qui allez me le dire. Mais essentiellement, c'est que cette connivence-là fait en sorte que ces règles que l'État donne d'année en année, de législature en législature, ne fait pas en sorte que l'État est un arbitre. Il devient un joueur. Et ce n'est pas d'ajouter un joueur, c'est d'écraser les autres, essentiellement en disant que, au final, l'État-nation québécoise ou l'État-nation canadienne, ces gouvernements-là ont le monopole de la générosité. Ça empêche beaucoup de petits joueurs dans les secteurs notamment, dans la construction et dans les loyers, dans l'habitation. C'est quand même intéressant. Fred Bastien est avec moi en studio. Fred, est-ce que tu as quelque chose à ajouter Ben, il y là-dessus? a des gens qui nous écrivent, évidemment. Là, merci tous ceux qui émettent des commentaires. Il y a Étienne de Montréal qui dit ça fait 5 ans que l'économie du Canada fonctionne aux subventions et aux enveloppes de la dernière chance, qui n'est jamais la dernière enveloppe. On fait survivre artificiellement les compagnies depuis trop longtemps. C'est ce que Étienne pense. Selon vous, là, ça va prendre un changement de quel registre? Là? Comment on peut s'attaquer à cette culture-là? Ce n'est pas un registre partisan que ça soit, par exemple. Je pense qu'il est important que peut-être une autre voie à l'Assemblée nationale soit peut-être l'alternative, pas en parlant de changement. Vous savez, en 2003, là, Bernard Landry, Jean Charest et Mario Dumont parlaient tous du changement, qui était le parti d'opposition officielle au gouvernement. On va mettre ça modérément, les changements. Si on peut ajouter, par contre, un aspect plutôt contractuel, encore là, Vincent, je le ramène, des clauses crépusculaires qui permettent de revoter des lois, du moins de les relégitimiser, si je peux dire ça ainsi. Je pense que c'est l'encadrement complexe de ce système-là qui est à revoir entièrement et peu importe les partis. Hmm. Et juste pour préciser, là, quand on parle, parce que Vincent Gelozo en a parlé hier, quand on parle de clause crépusculaire, c'est de dire qu'on se donne une date, puis si rien n'est fait, ça meurt, en fait. Et donc, ça évite que la bureaucratie devienne toujours plus grande. C'est-à-dire, on dit, on crée cette patente-là, après 3 ans, 5 ans, peu importe, ça meurt, l'enveloppe est finie, il n'y a pas de reconduite automatique, et ça permet de faire un certain ménage là, à intervalles réguliers, ce qui est l'opposé de ce qu'on fait beaucoup actuellement, c'est-à-dire, on crée des choses, puis là, il faut proactivement les démonter. Là. Puis évidemment, il y a de l'opposition, il y a des intérêts particuliers, il y a du lobbying et tout ça fonctionne très mal. J'aimerais revenir sur l'expression, puis je veux pas, bon, le circle jerk, mais on pourrait dire, dans le fond, la cour des petits rois, là, finalement, parce que c'est un peu ça. Il y a comme un marché de l'influence des gens qui sont plus ou moins proches du pouvoir, plus ou moins proches d'Investissement Québec, qui reçoivent des sommes là, sous prétexte là, d'investissement, de subventions, etc. Est-ce que c'est exagéré comme vision? Il y a quand même une vraie économie là, derrière tout ça Oui. qui ne bénéficie pas de subventions, qui n'est pas en lien avec l'État. Comment est-ce qu'on peut tirer justement au clair là, justement ceux qui en bénéficient des autres, là, selon toi, Samuel? En comprenant bien que la concurrence, ça ne se fait pas par un joueur qui écrase les autres, mais un arbitre, comme je l'ai mentionné, là. Le pouvoir d'arbitrage de l'État serait essentiellement ça, de veiller à une saine concurrence, de faire en sorte que les joueurs puissent se multiplier, mais au meilleur la poche, et non pas au plus fort et au plus subventionné, et ceux qui adoptent plutôt des idées ou les aléas de l'État. Encore une fois, concrètement, comment est-ce qu'on revoit ça? C'est que oui, il y a les gouvernements, il y a le PQ, il y a le Parti libéral, il y a la CAQ et tout ça. Mais
essentiellement, il faut modifier la culture de nos citoyens à s'intéresser davantage aux jeux politiques. Si on n'est pas capable de lire un contrat de téléphone cellulaire, on n'est pas capable de lire les clauses et contrats de nos banques et institutions, comment peut-on dresser un contrat entre les gouvernants et les gouvernés? Donc, il y a cet aspect-là, c'est quasiment une religion, c'est ma cassette qui part encore une fois, là, mais l'aspect contractuel du citoyen avec le gouvernant est à la solde de ses citoyens, non l'inverse. Et donc, on a, si je paraphrase, on a donc une part de responsabilité là-dedans. Je veux dire, les élus font les choses d'élus, mais c'est un peu aussi à nous de demander ces comptes-là, de choisir des candidats politiques. En même temps, sans vouloir être cynique, j'ai l'impression que je regarde des élections qui s'en viennent en 2026. Quels sont les choix véritables qui s'offrent à nous là, dans les partis majeurs? Ça ressemble à être 4,30 sous pour une pièce. Là. Finalement, ça semble se ressembler, non? Oui, tout à fait. Ben, je comprends l'électeur moyen qui dit sont tous pareils de toute manière, là, on va tous nous voler, nous mentir. Et là, les gens s'y désintéressent. Mais en s'y désintéressant, il y a le circulaire du cynisme et on continue à reporter au pouvoir malgré nous les pires éléments. Je veux dire, la politique attire énormément des gens avares de pouvoir, des gens qui ont un ego surdimensionné. Je veux dire, que ce soit notre voisin d'en bas, que ce soit M. Carney, ils ont tous les deux des grands égos, mais des grands égos qui écrasent des populations au grand complet sur le seul principe de j'ignore et je m'en fous. Je vais citer mon ami Roxane, la politique, c'est quasiment des cartes magiques, là. C'est une niche où quelques-uns qui sont intéressés, ce sont des geeks, ce sont des nerds, et là on parle, que ce soit Chantal Hébert, que ce soit des podcasteurs, c'est très niché comme sujet. Je comprends. Écoute, petite question, courte réponse en terminant, mais demain matin, si tu étais toi-même premier ministre, serait quoi la première mesure que tu mettrais en place pour mettre fin à ce casino permanent? Moi, ça serait Afuera. Ça serait probablement... C'est Javier Milei, c'est l'Argentine, non? Ouais. Voilà. Moi, c'est un politicien que j'adore énormément. Afuera, qui veut dire en espagnol dehors, donc on coupait la moitié. Donc, on met le ministère de l'économie dehors, première des choses. On enlève la moitié des ministères et je démissionne. J'invite les auditeurs à lire le texte La roulette d'État, assez de ce circle jerk incestuel. C'est sur le blog La Pilule Rouge, si je ne m'abuse. Oui, on peut posté aussi, par Yann et Frank. Posté par Yann et Frank. On peut aussi entendre Samuel Rasmussen comme l'un des animateurs du balado Les Trois Afueras. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à l'émission. Samuel, plaisir de te rencontrer. Un grand plaisir. Bonne journée à vous tous. Bonne